Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Nessim Ramdan sera enterré cet après-midi. C'était un père aimant, un travailleur acharné, un sportif engagé. Il a été tué dans la nuit du 4 octobre dernier par un enfant de 14 ans, recruté par les narcotrafiquants. La violence et l'horreur de l'acte, tout comme l'âge de l'auteur présumé, doivent tous nous interpeller. L'âge des victimes, comme celui des assassins, est en chute libre partout en France où sévissent les trafics de drogue. À la demande du maire de Marseille, un plan de rattrapage des moyens en policiers nationaux a été engagé par vos prédécesseurs. Comptez-vous le poursuivre et enfin l'accélérer? Nous comprenons tous aussi que la réponse à apporter ne peut se limiter aux moyens de la police. Il s'agit également de comprendre le rôle de l'État face à la jeunesse en danger, puisqu'on ne naît pas délinquant, mais qu'on le devient. L'assassin présumé était placé en foyer depuis l'âge de 9 ans. Et c'est donc bien l'État qui a failli dans sa mission de protection judiciaire de la jeunesse. Au-delà, cette question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, puisque la réponse ne peut être seulement sécuritaire et judiciaire, mais qu'elle doit être également sociale, éducative, sanitaire et psychiatrique. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous abandonner sur l'autel de l'austérité les millions de Français qui vivent en zone politique de la ville et qui ont, plus que d'autres, besoin de soutien, de sécurité et de services publics? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, l'affaire que vous relatez est terrible. Terrible puisque un homme, père de famille, a payé de sa vie. Il a été tué froidement par un gamin de 14 ans. Son bras, à ce jeune de 14 ans, a été armé par un commanditaire depuis la prison. Évidemment, on voit bien que derrière cette affaire, il y a le narcotrafic. Il y a des règlements de compte entre bandes. Et ça n'est pas supportable. Je veux saluer les forces de l'ordre, les policiers qui sont intervenus très rapidement. Ils ont interpellé l'assassin. Ils ont aussi très vite démasqué le commanditaire. Alors maintenant, que doit-on faire? Deux directions de travail. La première, ce sera, et le Premier ministre l'a dit dans la déclaration de politique générale, une des priorités du gouvernement, de mon ministère de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de lutter contre le narcotrafic. Parce que c'est devenu une cause racine de toutes les hyperviolences. Et parce que le narcotrafic est en train de retirer sur un certain nombre de nos territoires, jusqu'à notre souveraineté, en corrompant un certain nombre de réseaux. C'est insupportable. Nous avions fait des propositions transpartisanes au Sénat. Dans une commission d'enquête, le président était un sénateur socialiste et le rapporteur était un sénateur LR. Il y a désormais un vecteur législatif. J'espère que nous l'utiliserons. Et puis, il y a aussi la délinquance des jeunes, de cette hyperviolence. Je souhaite qu'on puisse écouter les propositions des grands pédopsychiatres, notamment Maurice Berger. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a une dizaine de jours, le groupe socialiste a unanimement adressé un courrier au ministère de l'Agriculture pour alerter sur les effets catastrophiques des crises sanitaires que traverse l'élevage français. Il faut réparer, indemniser à court et à moyen terme. Il faut prévenir par une prophylaxie moderne qui nous permette de faire face à ces épizooties dramatiques pour nos éleveurs et pour notre souveraineté alimentaire. Et c'est dans ce contexte-là que, de manière indécente et brutale, le groupe Lactalis a annoncé une baisse de collecte à l'échelle
mondiale de 9%. L'impact sur nos territoires de 2% à la veille des négociations commerciales est parfaitement délétère. Il aura un effet systémique, non seulement pour les 300 éleveurs concernés, les paysans bio un peu partout et des territoires entiers. Je pense ici, bien sûr, et mon collègue Liot l'a dit tout à l'heure, aux Vosges, à la Haute-Marne, à la Haute-Saône et à la Vendée. C'est des territoires abandonnés, c'est des systèmes de polyculture élevage et des systèmes herbagers qui sont menacés. C'est donc des conséquences sociales, économiques et écologiques. Nous sommes dans un paradoxe, nous sommes dans un pays qui dans 10 ans pourrait manquer de lait pour sa propre consommation et une multinationale décide qu'il y en a 2% de trop. C'est ce paradoxe que nous devons gérer aujourd'hui en créant un rapport de force. La réponse que vous avez faite au nom du gouvernement n'est pas satisfaisante. Il faut aller plus loin. Nous avons un plan stratégique national qui permet de doter les organisations de producteurs de programmes opérationnels. La France ne l'a pas activé. Elle doit s'engager sur ce plan-là. Le contrôle des multinationales est un enjeu pour une économie sociale, territoriale et sociale. Les agriculteurs français, Monsieur le Premier ministre, ne sont pas des sous-traitants jetables, ni ici ni ailleurs. Nous devons, avec force, redire à Lactalis qu'elle a grandi dans un pays avec la force et la dignité des éleveurs, que la puissance publique a accompagné son développement et qu'aujourd'hui elle soit de se comporter de façon digne, respecter les producteurs. Il en va de leur dignité, de leur travail, il en va de notre souveraineté alimentaire. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier. Excusez de nouveau ma collègue, comme vous le savez, qui est au Sénat, et vous dire que depuis les premiers pas de Michel Barnier, l'agriculture est au cœur et est la priorité du gouvernement. Annie Genevard, vous le savez, a pris le sujet en main dès sa nomination, en comptant les différentes fédérations, sans attendre. Ça a fait l'objet déjà d'un déplacement de Monsieur le Premier ministre. Et elle rencontrera Lactalis, encore une fois, dans les jours à venir, avec des exigences qui sont fortes. Et vous avez raison, on a le devoir de maintenir des bras de fer avec des grandes entreprises quand c'est nécessaire pour protéger nos producteurs et pour protéger les agriculteurs français. Donc c'est ce que fera Annie Genevard en demandant un plan chiffré, détaillé, personnalisé pour l'ensemble des producteurs de lait qui seraient touchés par ces mesures. Et elle vous le communiquera dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé des 10 Outre-mer, pour nous, pays des océans. Monsieur le ministre, dans nos pays règne pauvreté, chômage de masse, empoisonnement environnemental, importation alimentaire par tonnes incommensurables, non-recours aux droits, difficulté d'accès aux soins et j'en passe. Ah, la vie qu'on mène, vous le voyez, elle n'a rien à voir avec les bienfaits de la colonisation vantés par votre collègue ministre de l'Intérieur. Comme précisé par mon collègue Giovanni William, les citoyens ont décidé de se mobiliser afin d'obtenir de la grande distribution une baisse immédiate des prix alimentaires. Car ils sont las de payer un pack d'eau à 10 €, las de devoir se priver d'une alimentation saine et équilibrée, las de subir cette captivité commerciale et institutionnelle. Si depuis le mois d'août, les mobilisations ont été plutôt pacifiques, certaines nuits ont été émaillées de détérioration grave de l'espace public, de pillage de magasins, notamment au quartier de Sainte-Thérèse à Fort-de-France, qui paye le plus lourd tribut de cette colère populaire. Des négociations ont bien été entamées et à la table, votre représentant n'a rien pu dire. Le préfet. Rien, si ce n'est qu'il irait chercher des réponses auprès de vous, Monsieur le Ministre. Mais ce que nous avons vu, c'est l'arrivée de centaines de gendarmes et la CRS 8, connue pour sa réputation délétère. Est-ce là votre seule réponse à la colère sociale, sourde et bruyante de la Martinique? Pire, Monsieur le Ministre, face à la dégradation de toutes les sécurités, vous avez fait le choix de présenter le budget d'austérité qui prévoit la réduction de ce que l'on en a lu de 275 millions d'euros dans la mission Outre-mer du projet de loi de finances. Alors que les ultramarins réclament l'engagement de l'État pour assurer le blocage des prix, la continuité territoriale, l'accès aux soins, le développement économique, l'emploi, l'augmentation des salaires, vous rabotez encore et toujours sur ceux qui n'ont déjà rien. Alors, Monsieur le Ministre, quand prendrez-vous conscience qu'il importe de rentrer dans une vision décoloniale de nos territoires et de leurs habitants? Quand mettrez-vous en place des mesures d'égalité réelles? Quelles sont vos réponses aux questions que votre préfet... Monsieur le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Mon premier propos sera pour vous dire que dans cette période difficile que vit la Martinique et que vivent nos outre-mer au sens général du terme, la mesure du propos me paraît essentielle et que la façon dont vous avez terminé votre intervention, doutez-vous bien que je ne la partage pas, ni sur le fond, ni sur la forme. En revanche, je reste convaincu qu'au cours des événements du moment en Martinique, il y a une première chose à rappeler à tout le monde. Je tiens d'ailleurs à remercier à cet instant le ministre de l'Intérieur qui a permis que les forces de l'ordre soient présentes sur le territoire. Il y a quelques jours encore, des tirs d'armes à feu ont eu lieu, l'avant-dernière nuit. Aujourd'hui, les choses me semblent rentrées dans l'ordre, en tous les cas provisoirement. Et la première chose, c'est donc que le calme revienne. Premier point. Le deuxième point, Madame la députée, c'est le fait que le préfet est au travail et l'État est mobilisé pour apporter une réponse, bien évidemment, à la situation ponctuelle de la Martinique. Il y aura des propositions qui seront... Si vous me laissez... Si vous avez simplement la courtoisie de me laisser répondre. Après, vous penserez ce que vous voudrez, mais je vais vous répondre. Donc on va répondre. Le gouvernement est mobilisé pour répondre rapidement à la situation. Et vous savez, comme moi, qu'il y aura jeudi une réunion importante en Martinique autour du préfet, avec un grand nombre de participants, que la problématique de fond est parfaitement identifiée. Nous savons qu'elle est multifactorielle. Il faudra s'engager ensuite dans un travail beaucoup plus approfondi, de réformes beaucoup plus approfondies. Et c'est une des missions, naturellement, que je devrais assumer dans les jours qui viennent. Donc, je dois vous dire simplement qu'il n'y a que la mesure et le travail en concertation qui permettra d'aboutir à des solutions durables pour l'ensemble des Antilles et j'allais presque dire pour l'ensemble de nos outre-mer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. La guerre entre les gangs fait rage à Marseille. Un adolescent de 15 ans abattu, le gang adverse qui a soif de vengeance commandit d'un tueur à gages depuis une cellule de la prison de Luynes. Et une fois encore, il y a un mort innocent. Nesrine Ramdam, je voudrais qu'on lui rende hommage. Ce mécanisme, nous l'avons décortiqué dans le rapport de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Le seul fait nouveau aujourd'hui, c'est l'extrême jeunesse du tueur. Tueur à 14 ans, ça fait frémir. Vous mesurez donc l'effroi des familles des victimes, le plus souvent des mères célibataires, dépassées par ce qui leur arrive et qui nous demandent de l'aide. L'effroi aussi des populations devant de tels actes de violence qui empoisonnent leur vie quotidienne et qui leur donnent le sentiment que la République les a quittés. Je veux que nous leur disions qu'ici au Sénat, nous ne les abandonnerons pas et que le travail que nous avons effectué, nous leur donnerons une suite. Et nous ne nous contenterons pas des opérations PlaceNet XXL nouvelle version, car si elles sont spectaculaires, elles ne visent pas ou très peu le haut du spectre, alors que le fil rouge de notre rapport, c'est bien cela. Nous voulons une loi ambitieuse qui reprend les nombreuses préconisations du rapport. Toutes ont été adoptées à l'unanimité. Le statut des repentis en préparation depuis des mois, la lutte contre le blanchiment, la corruption, ou effectivement aujourd'hui les conditions de détention des narcotrafiquants, car nos prisons sont des passoires, Monsieur le Ministre. C'est depuis leurs cellules que les narcos dirigent leur business. L'actualité vient une fois de plus de nous le démontrer. Tout circule dans les prisons françaises, drogue, trafic en tout genre. Les surveillants disent saisir en moyenne 4 téléphones portables par cellule. Il est urgent d'agir. Dès le mois de juillet, le rapporteur et le président de la commission d'enquête, Étienne Blanc et Jérôme Durain, ont déposé une PPL. Elle a été retirée de l'ordre du jour à la demande du gouvernement. Pourquoi ? Et la France, vous le savez, est submergée par le narcotrafic. Aujourd'hui même, des aides-mafias s'offrent une conférence de presse tout en noir, masquée. Alors, Monsieur le Ministre, si vous considérez, vous et le gouvernement, qu'il n'y a pas d'urgence à agir, je crois que vous feriez une grave erreur. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux et ministre de la Justice. À vous, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Arlette Carlotti. Je vous remercie pour votre question. Comme vous l'avez rappelé, la criminalité organisée prend une ampleur inquiétante et j'en suis parfaitement conscient. Des événements récents que vous avez rappelés
ne font que le confirmer, ainsi que l'a souligné d'ailleurs très justement le procureur de la République, Nicolas Bessonne. Le phénomène est grave, il se développe, et c'est vrai que nous devons être à la hauteur pour formuler un certain nombre de propositions dans les meilleurs délais. Alors, des travaux avaient été entrepris par l'ancien gouvernement, parallèlement des travaux au Sénat sur le narcotrafic ont conduit à formuler un certain nombre de propositions. La proposition de loi qui en est résultée est seulement reportée. Son examen, tout simplement pour nous permettre, avec le ministre de l'Intérieur, d'expertiser l'ensemble des propositions qui sont faites, parce que nous souhaitons, nous aussi, avancer sur ce sujet, et ce, dans les meilleurs délais. Mais il y a un certain nombre de vérifications qu'il faut faire, et je souhaite, comme vous, que nous puissions, avant la fin de l'année, pouvoir débattre de cette proposition de loi. Alors, vous m'interrogez également sur le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Il est évident que la poursuite d'activités criminelles depuis la détention n'est pas admissible. Et je vais poursuivre l'action déjà engagée par mon ministère pour lutter contre l'introduction de ces objets qui sont tout à fait illicites en détention. Et la sécurisation des prisons, et par là même celle des surveillants d'ailleurs, et celle de nos concitoyens, est une priorité absolue de mon ministère. Je souhaite savoir d'ailleurs pourquoi tout cela s'est passé. J'ai décidé d'une inspection confiée à l'inspection générale de la justice concernant le fonctionnement de ce centre pénitentiaire. Je souhaite me rendre prochainement à Marseille. J'ai proposé au ministre de l'Intérieur que nous puissions nous y rendre conjointement. Il l'a d'ailleurs accepté. Nous travaillons ensemble pour, à partir des propositions que vous formulez, nous puissions associer le gouvernement pour avancer sur ce sujet qui est grave. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la situation que je découvre est extrêmement grave. Par ces propos, vous êtes bien le seul à découvrir la gravité de cette situation. Nous n'avons eu de cesse sur ces bancs d'avertir sur les choix budgétaires qui ont été faits depuis 7 ans, choix que nous avons toujours dénoncés comme iniques et qui n'ont fait qu'organiser l'attrition des finances publiques, et ce, avec le quitus permanent de la droite sénatoriale. Les résultats sont probants. Déficit à la dérive supérieur à 6%, marquant un écart de l'ordre de 50 milliards. Je dois reconnaître que le macronisme finissant a fait fort cette année, du jamais vu. Lorsque vous alertez sur le niveau d'impéritie des gouvernements macronistes, je peine à trouver la cohérence qui est la vôtre, monsieur le Premier ministre, dans la nomination de votre directeur de cabinet, celui-là même qui officiait auprès de Bruno Le Maire il y a 1 mois. On ne change pas une équipe qui perd. 60 milliards, voilà la somme qu'il vous faut trouver. C'est précisément les recettes fiscales détruites chaque année par le président Macron. En choisissant de couper 2/3 dans les dépenses, comme votre prédécesseur, vous semblez plus à l'aise avec la purge des dépenses publiques que la potion fiscale des profiteurs de crise. Monsieur le Premier ministre, pour réduire la crise, il faudrait commencer par ne pas l'aggraver. Et ce n'est pas en faisant porter le chapeau aux collectivités, comme l'a fait Bruno Le Maire, que vous y parviendrez. Les remontées de terrain à l'annonce des 5 milliards de coupes budgétaires sont édifiantes. Dois-je vous rappeler que les collectivités territoriales sont déjà à l'os? Ma question est simple. Alors que la droite sénatoriale a toujours voté tous les budgets des gouvernements macronistes, comptez-vous enfin changer de doctrine afin que les erreurs du passé ne se reproduisent pas? La parole est maintenant à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Cozic. Tout d'abord, pour dissiper tout malentendu, mais le Premier ministre l'a très clairement dit, tout à fait en ligne avec Catherine Vautrin, la ministre des Partenariats avec les territoires et de la décentralisation. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt ou trouver des coupables sur le dérapage des finances publiques de notre pays. Et le résultat du solde des finances publiques de 2024, vous l'avez entendu dans mes propos déjà, n'est pas la responsabilité des collectivités territoriales. Et s'il faut le redire, je le dirai à nouveau ici.
Et je tiens ce même discours devant les députés. Le redressement des comptes publics est néanmoins l'affaire de tous et l'affaire de toutes les administrations publiques. Et il est donc normal que dans le projet de loi de finances pour 2025, nous demandions une contribution à l'ensemble des administrations publiques. Mais il faut le faire à la hauteur de ce qui est possible, à la hauteur de ce que peuvent effectivement chacune des administrations et à la hauteur surtout de ce qui est juste. L'État devra être le premier contributeur au redressement des finances publiques. Et sur les 40 milliards d'euros d'économies qui seront faites pour redresser nos comptes publics et atteindre l'objectif de déficit public de 5%, l'État prendra sa part à hauteur de 20 milliards d'euros. Les administrations de sécurité sociale seront, elles, à contribution à hauteur de 15 milliards d'euros dans le projet de loi de finances que nous présenterons demain. Et oui, il est vrai, monsieur le sénateur, que les collectivités territoriales, dans notre proposition, devront contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros. Est-ce que toutes les collectivités doivent contribuer de la même manière? Non. Est-ce que l'hétérogénéité de la réalité des finances locales doit être prise en considération? Oui. Les propositions que nous avons faites devant le comité des finances locales hier sont d'abord soumises à discussion. C'est le principe d'un projet de loi. Nous devrons ici et à l'Assemblée nationale en débattre et nous pourrons le modifier. Ce qui est important, c'est que nous prenions en considération la différence des collectivités. 450 d'entre elles seront prioritairement mises à contribution. Nous le ferons à travers notamment un fonds de précaution à gouvernance des collectivités territoriales auquel nous ajouterons certains mécanismes d'écrêtement de dynamique de TVA et de baisse de diminution de 2 points de FCTVA. C'est notre proposition. Elle est ouverte à la discussion. Elle est surtout ouverte au débat parlementaire. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avant de partir, votre prédécesseur a adressé un courrier au Premier ministre pour tirer la sonnette d'alarme sur le projet de budget de votre ministère. Elle jugeait la proposition de faire des économies sur les établissements d'enseignement supérieur, je cite, « irréaliste et dangereuse ». Cette année, le nombre d'universités en déficit s'élève à 60 sur 75, le double de l'an passé. Après avoir subi les mesures Guerini, l'inflation, les surcoûts énergétiques et une annulation de crédit de près d'1 milliard d'euros en février dernier, nos universités sont à bout de souffle. Les premières victimes de ces baisses de crédit, ce sont les étudiantes et les étudiants. On craint désormais des fermetures d'antennes locales qui remettraient en cause l'accessibilité des études supérieures au plus grand nombre. Nos universités vont devoir retarder ou annuler de nouveaux recrutements. Cette nouvelle détérioration du taux d'encadrement va remettre en cause la réussite de toutes et tous. Pire, depuis la rentrée, on voit réapparaître d'interminables files d'attente d'étudiants et d'étudiantes à l'aide alimentaire, sans compter leurs difficultés permanentes à se loger dignement. La baisse des crédits prévus remet en cause la revalorisation des bourses pour 2025, ainsi que l'acte 2 de la réforme des bourses sur critères sociaux. Cette précarité étudiante est une honte pour notre pays. Monsieur le ministre, nos universités forment notre jeunesse et préparent l'avenir du pays. Saurez-vous les défendre et empêcher qu'elles soient sacrifiées? La parole est maintenant à Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chantrel. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur la question étudiante. Vous y avez fait référence. Vous donnez quand même quelques chiffres, puisque la rentrée est en train de se dérouler à l'instant même. La gestion des demandes d'accès aux bourses étudiantes est quasi équivalente à celle que nous avons connue au cours des années précédentes pour la rentrée 2024. Vous le savez sans doute, puisque vous connaissez très bien ce secteur, nous avons aujourd'hui 750 000 boursiers, tous ministères confondus, et ces bourses sont actuellement gérées par le réseau des Crous sur l'ensemble de notre territoire national. Ces étudiants perçoivent une bourse mensuelle qui va de 145 à 633 euros, et sachez que cela représente un budget global annuel de 2,24 milliards d'euros. Donc, première chose tout de même, il est important de rappeler que l'effort de la nation est pleinement au rendez-vous pour venir au soutien de nos étudiants. Je vais d'ailleurs vous donner quelques éléments puisque ces boursiers sont exonérés des frais d'inscription et des frais annexes et ils sont prioritaires dans l'affectation évidemment des logements gérés
par le réseau des Crous auquel je viens de faire référence. À cela vient s'ajouter une action très volontariste d'offre de repas à 1 € pour les étudiants boursiers ou ceux auxquels vous faisiez référence qui peuvent être en situation de précarité. Et cela représente depuis 1 an plus de 22 millions de repas. Donc encore une fois, l'effort de la nation est réel. Quelques éléments sur les établissements auxquels vous faisiez référence. Là aussi, cette dégradation, et vous l'avez dit objectivement, n'est pas nouvelle, elle date de 2022. Elle est très largement liée à une explosion du coût des fluides et d'autre part par l'inflation sur les autres dépenses. En tout état de cause, cette situation aujourd'hui donne lieu à un dialogue très étroit entre mes services d'une part et les établissements, mais aussi les recteurs qui vont accompagner ces situations. Soyez pleinement assurés que nous ferons le maximum pour que le service public de notre enseignement supérieur et de notre recherche soit pleinement au rendez-vous, avec une attention toute particulière pour les étudiants les plus fragiles, comme l'a souhaité Monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Yan Chantrel. Ceci pour 16 secondes, si vous pouvez. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais votre réponse n'est pas à la hauteur de la crise de la précarité étudiante. D'ailleurs, je note que vous n'avez pas répété une phrase que vous avez tenue lors de la passation de pouvoir. Vous avez dit « L'enseignement supérieur et la recherche n'est pas une dépense, c'est un investissement ». J'ai envie de vous dire « Prouvez-le en actes ».